voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cette présentation sur l'Amérique latine en 2010, panorama économique et politique, sous-titre Sortie de crise, élections, classe moyenne et médias. Donc pour nous, c'est un plaisir d'accueillir l'OCDE à Sciences Po, son centre de développement et son équipe sur l'Amérique latine, qui publie chaque année le Latin American Economic Outlook, et de faire cette présentation ensemble, une présentation qui va être croisée, où l'équipe de l'OCDE va évoquer un certain nombre de thématiques économiques. L'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes, l'OPALC, de Sciences Po, publie chaque année depuis 3 ans aussi un rapport annuel sur les dimensions plus politiques pour faire un bilan de l'année qui s'est écoulée. Donc cette année, cette étude est parue dans la collection des études du CERI. Vous pouvez trouver ça en ligne sur le site du CERI et sur le site de l'OPALC aussi. Et donc nous allons faire une présentation croisée, en gros en 4 temps. Il y aura une première séquence qui va durer à peu près 1 heure sur l'actualité économique et politique, regard croisé. Puis après nous aurons une pause. Ensuite, chacune de nos 2 équipes fera une présentation sur ce qui est un petit peu le focus du rapport annuel. De notre côté, cette année, dans notre rapport, nous mettons l'accent sur la problématique des médias, qui feront l'objet d'un débat tout à l'heure. Et Jeff va en parler. L'OCDE, dans son rapport, met l'accent cette année sur les classes moyennes. En 2 mots pour nous, l'année 2010 a été une année intéressante, assez caractéristique de finalement les évolutions contemporaines de l'Amérique latine. Elle se termine par une note d'optimisme assez spectaculaire. Les choses vont plutôt bien au plan politique, même s'il y a des tensions, il y en a eu pendant l'année 2010. Donc c'est finalement une année qui est une année de contraste pour nous au plan politique. C'est ce sur quoi nous revenons dans l'introduction du rapport que vous pourrez lire, qui est en ligne déjà, avec un condensé d'histoire, beaucoup de crispation pendant l'année, mais aussi beaucoup de détente, et une année qui s'est terminée avec la reprise des relations diplomatiques entre la Colombie et ses 2 voisins avec lesquels elle avait eu des problèmes. Donc c'est une année qui est une année intéressante de ce point de vue-là. Mais je ne vais pas faire de longs commentaires, je voudrais simplement vous souhaiter la bienvenue. Donc on va essayer d'avoir des débats entre nous pendant toute la matinée, en essayant de respecter le temps. Mais tout de suite, je vais vous donner la parole à Jeff Dayton Johnson, qui est le chef du bureau Amérique au centre de développement de l'OCDE, qui va à son tour vous souhaiter la bienvenue. Jeff. Merci Olivier. Bonjour à tout le monde et merci d'être venu à cette présentation conjointe de Sciences Po et de l'OCDE. Au nom du centre de développement de l'OCDE, je suis très content d'être là. C'est en effet la 3e année, je crois, consécutive que j'assiste à la présentation du rapport très intéressant de nos amis à Sciences Po, mais la première que je participe comme intervenant, comme partenaire dans l'organisation de cette colloque. À chaque fois, je trouve que les résultats des étudiants et des chercheurs à Sciences Po sont très intéressants pour mieux comprendre la réalité politique latino-américaine. Et je trouve qu'il y aurait une complémentarité excellente entre nos 2 équipes. Vous êtes université, nous sommes organisation internationale. Vous voyez les thèmes plutôt politiques, nous les thèmes économiques. Vous parlez français, moi pas du tout, comme vous le voyez. Donc il y a une complémentarité des capacités et des compétences parfaites. Et en effet, on est très content pour la première fois de présenter les perspectives économiques en Amérique latine pour la première fois en France dans le contexte de cette rencontre avec Sciences Po. En effet, les perspectives économiques de l'Amérique latine a 2 parties. Une partie conjoncturelle sur l'évolution récente macroéconomique. Et mon collègue Sébastien Nieto-Parra va présenter cette partie dans la première séance de cette conférence aujourd'hui. Et puis il y a à chaque année il y a un thème spécial, un thème
un défi de développement particulièrement important. Cette année, effectivement, comme Olivier a bien dit, c'est les classes moyennes, mais les classes moyennes entre guillemets, parce que le message principal, c'est qu'on cherche les classes moyennes en Amérique latine et ils ne sont pas tout à fait en évidence. Donc on va expliquer davantage ce thème d'investigation. Avant de passer à la première séance substantive de ce colloque, je voulais juste remercier Olivier et ses collègues à Sciences Po pour l'invitation. C'est vraiment dans le contexte d'un renforcement de la coopération entre Sciences Po et le Centre de développement de l'OCDE. C'est une relation qui maintenant est de plus en plus, mais il y a de plus en plus de projets en commun. De remercier aussi à mes collègues qui ont travaillé pour organiser cette conférence aujourd'hui, à Béatrice Ménard, qui a contacté la plupart des intervenants, à Natalia Villagomez, qui je crois qu'elle est là, et tous les collègues de l'équipe Amérique du Centre de développement. Donc, j'espère, un dernier mot, c'est que mon attente. Comment? Ça marche maintenant? C'est peut-être. Là, il vient de. Alors, mes excuses. Voilà, ça. Mais comme vous voyez maintenant, mon français est mauvais, donc vous n'avez pas raté rien. C'était juste pour vous remercier d'être là, remercier à Sciences Po pour la coopération. Et on attend un débat très franc. Je trouve que les présentations auprès des ministères de présentation habituels de l'OCDE sont toujours très polis et tout ça, mais j'espère que dans un contexte plus universitaire, il y aura davantage de débats, davantage de critiques, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Donc merci beaucoup et je crois qu'on va passer à la première séance. Oui, merci Jeff. Oula, effectivement. On est polis, nous aussi, hein, je te rassure tout de suite. Poli, mais bon. Donc, on va demander à Jérôme Sgar de bien vouloir venir, ainsi qu'à Sébastien Nieto Parra, Frédéric Lowe et Pierre-Louis Maillot pour cette première série de présentations, Regards croisés sur l'actualité économique et politique. C'est bizarre, je vais lui demander qui monte le son. Éviter d'avoir les places du centre vides. Comment on fait pour le... Toi tu cliques à chaque fois? Je te dirai. On échangera. Il clique. Je propose de donner la parole tout de suite à Sébastien Nieto Parra, qui va donc nous présenter les principales conclusions de la partie macroéconomique de l'étude. Sébastien, merci beaucoup. Je sais pas si vous Il y a un m'entendez micro encore.
C'est l'autre. C'est l'autre. Peut-être mieux pour parler plus haut, même si vous allez faire une action pour le donc, ces rapports de perspective économique d'Amérique latine est composé de deux parties. Donc, une partie du panorama macroéconomique, une deuxième partie PGF qui va présenter finalement sur le cadre moyen. Donc, moi, je vais me concentrer sur la partie du panorama macroéconomique de la région. Donc, dans ces rapports et en concret sur la partie du panorama macroéconomique, ce qu'on voulait faire cette année, c'était surtout de voir le bilan de la région après une année 2010 de crise et surtout comparer par rapport à 2009, où on avait étudié aussi dans ces rapports à une partie de conjoncture économique et on avait vu plutôt les conditions sur lesquelles l'Amérique latine pouvait absorber cette crise économique. Donc, je vais rentrer directement sur cette partie du panorama macroéconomique. Je ne sais pas si on peut passer le... Oui. Ok, donc, surtout ce que l'on voit d'abord pour l'Amérique latine, c'est que cette crise, l'impact de cette crise était significatif. On a vu une forte réduction de la croissance économique de la plupart des pays d'Amérique latine. Donc, quand on voit la variation de la croissance économique par rapport à il y a 3 ans avec 2009, on voit qu'il y a une forte réduction, même par rapport au pays OCDE. Cependant, la bonne nouvelle pour la région, c'est que cette réduction a été bien entendu significative, mais la plupart des pays de la région ont aujourd'hui des croissances près de zéro ou même positives. Donc, même dans l'année de vraiment une crise très forte dans la région, on a vu que ces pays ont réussi à absorber des chocs et surtout dans certains pays comme le Brésil, la Colombie, le Pérou qui ont bien résisté à la crise économique. Dans d'autres pays, le résultat est moins positif, c'est le cas du Venezuela ou du Mexique, et on va étudier ultérieurement pourquoi on a vu ces résultats un peu moins significatifs pour ces deux pays. Mais le constat est clair, c'est que la crise a touché vraiment la région et avec des fortes réductions de la croissance économique, mais même si cette réduction est forte au 2009, ce que l'on voit dans le prochain slide, c'est que cette réduction est transitoire. Donc aujourd'hui, on a en Amérique latine des taux de croissance qui vraiment commencent à atteindre des niveaux d'il y a 3 ans, c'est-à-dire des taux de croissance de près de 4% dans la plupart des pays de la région. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les pays d'Amérique latine. Les perspectives de 2011 sont aussi positives, donc on voit quand même que par rapport aux pays OCDE, les taux de croissance commencent à être un petit peu plus élevés. Quand on parle des taux de croissance contrôlés par le taux de croissance de la population, là les résultats sont un peu plus différents. Bien entendu, là on voit que c'est des taux de croissance similaires ou un petit peu plus bas que dans les pays OCDE. Donc ça c'est le constat que l'on a. En parenthèse, pour les croissances, pour les prévisions de croissance économique en Amérique latine, l'OCDE donne juste des prévisions pour les pays membres de l'OCDE, donc c'est le cas du Mexique et du Chili, et donne des prévisions de croissance économique pour le Brésil, qui est un pays qui est vraiment devenu comme un pays en rapprochement de l'OCDE. Donc ça, c'est ces constats que l'on a en termes de croissance économique. Quand on étudie des indicateurs sociaux dans la région, on voit aussi que cette résistance est apparue dans certains indicateurs sociaux. Ça, ce que l'on voit ici, c'est le seuil de pauvreté. Et bien entendu, ce que l'on voit, c'est que l'impact a été moindre dans la région. On voit que 2009 a été vu comme une année avec un seuil de pauvreté relativement stable par rapport aux années précédentes, et même se maintient à un niveau bas quand on compare par rapport aux années précédentes, et surtout si on compare par rapport aux crises des années 2000, où on a vu les crises en Argentine, en Uruguay, au Brésil, en Colombie, où ces seuils de pauvreté ont augmenté. Donc ça, c'est quelque chose. Il y a une résistance quand même au niveau social de cette crise, même si, bien entendu, il reste un défi pour la région de réduire ces seuils de pauvreté et bien entendu de réduire l'inégalité. C'est une chose
bien entendu, on va étudier dans la deuxième partie de ces rapports avec la présentation du GIEC. On étudie les canaux de transmission de cette crise. Je pense que, quand on voit la balance des paiements, bien entendu, il y a deux types de canaux, canal commercial et canal financier. Sur le canal commercial, on a vu une forte baisse des exportations, et sur le canal financier, on a vu une forte chute des achats des actifs étrangers, des achats des actifs domestiques par les étrangers. Donc là, on voit dans ces graphiques ces deux choses. On voit les chocs sur le canal commercial et les chocs sur le canal financier. Et bien entendu, on voit un petit losange bleu tout isolé en bas à gauche, et c'est l'année 2009. C'est une année, bien entendu, où on voit que le choc commercial et le choc financier a été très important pour la région si l'on compare par rapport aux 3 dernières décennies. Donc ça, c'est un résultat vraiment très important de la crise sur l'Amérique latine, c'est-à-dire c'est des économies assez ouvertes, très ouvertes par rapport à il y a quelques années, et bien entendu, les chocs, il a été rapide sur le canal commercial, mais aussi sur le canal financier. Alors, quand on se concentre sur le canal commercial, bien entendu, on voit une différence entre les pays. D'abord, on voit une corrélation assez forte entre la chute de la croissance économique dans les pays d'Amérique latine et la chute des exportations. Ça, c'est le premier constat. Et bien entendu, les pays qui sont plus ouverts aux pays qui ont été affectés par la crise internationale, c'est les pays les plus affectés. Et là, c'est le cas du Mexique. On voit très clair, en bas, nous voyons à gauche les cas d'un pays qui a été vraiment très affecté par la crise. Et bien entendu, il y a eu une chute des exportations, en même temps, une forte réduction de la croissance économique. Donc, on va dire que le premier canal, le premier choc de cette crise était par le canal commercial. Donc, ça, c'est le premier résultat. Donc, la taille du choc, on le voit d'abord sur le canal commercial, mais ensuite, on a aussi, je peux passer au prochain slide, on voit aussi que ce qui n'est pas expliqué par le canal commercial peut être expliqué par le canal financier. Et ça, c'est le cas, par exemple, du Venezuela, où on a vu une forte réduction de la croissance économique qui n'est pas expliquée par le canal commercial, alors ce qui reste dans la balance des paiements, c'est le fonds de capital, et c'est surtout par la chute des achats des actifs domestiques par les investisseurs étrangers. Ça, c'est un constat que l'on a vu pour 2009 dans certains pays d'Amérique latine, en particulier pour le cas du Venezuela et de l'Argentine, où il y a eu une chute dramatique des achats des actifs, ou des émissions de titres, ou des actions des marchés locaux par les investisseurs étrangers. Donc ça, c'est le deuxième constat que l'on a fait dans cette étude. Et je voudrais dire que cette réduction des achats domestiques peut être expliquée par la crédibilité des politiques économiques. Et ça, c'est ce que l'on voit dans le prochain slide. On voit, voilà, où l'on voit que l'on voit vraiment qu'il y a eu une corrélation dans certains pays entre la crédibilité des politiques économiques et on va dire la peur des investisseurs étrangers à continuer à acheter des titres ou des actions émises dans les pays locaux. Donc ça, c'est une chose assez importante. Comment on mesure, bien entendu, la crédibilité des politiques économiques? Ça, c'est une chose assez difficile, et c'est une chose qu'on avait étudiée, pas dans ces rapports, mais dans le rapport de 2010, où on calcule, où on fait un indice de résilience, c'est le concept qu'on utilise, un indice de résistance des pays d'Amérique latine pour affronter la crise. Donc cet indice prend en compte deux choses. Prend en compte la résistance monétaire et la résistance budgétaire. Donc on tient en compte, bien entendu, des variables clés comme le taux d'inflation, le taux de change, la réserve internationale, mais bien entendu, on tient en compte aussi des variables budgétaires comme la dette publique, comme les soldes budgétaires, comme les spreads ou la prime des risques demandée par les investisseurs étrangers sur les titres émis par les gouvernements d'Amérique latine. Donc on tient en compte de tout ça, et l'on voit
que plus les pays ont des résistances économiques, et moins l'effet des chocs négatifs des achats domestiques va être important. Donc ça, c'est ce que l'on voit ici. Donc, ce qui n'est pas expliqué par le canal commercial peut être expliqué indirectement par la crédibilité des politiques économiques et de comment cette crédibilité s'affecte par le compte de capital. Donc, quand on rentre aux politiques économiques, bien entendu, on parle de politique monétaire et budgétaire. On rentre d'abord ici dans le cadre de la politique monétaire et on voit une chose très intéressante en Amérique latine par rapport aux crises passées. On voit que les pays d'Amérique latine ont réussi à avoir une politique monétaire contracyclique dans cette crise. Ce n'était pas le cas aux années 80, ce n'était pas le cas aux années 80, au début des années 2000, où on voyait plutôt les taux d'inflation commencer à grimper et donc des taux d'intérêt qui étaient aussi élevés. Ici, en 2009, on a vu vraiment que les anticipations d'inflation étaient à la baisse ou se sont maintenues au moins stables dans certains pays d'Amérique latine. Donc ça a permis que les pays de la région puissent réduire les taux d'intérêt. Donc on a vu des fortes réductions des taux d'intérêt en 2009 dans les pays d'Amérique latine et cette réduction a été stable. On va dire que 2009 et 2010 ont été des années avec des fortes réductions des taux d'intérêt, avec des taux d'intérêt très bas, ce qui a permis en quelque sorte de relancer la demande interne. Et ça n'a pas affecté les anticipations d'inflation. On voit dans le deuxième graphique à gauche que, dans votre droite, que les anticipations d'inflation se sont maintenues stables dans la plupart des pays, et c'est le cas encore aujourd'hui où ces anticipations permettent aux banques centrales de continuer avec une politique plutôt contracyclique dans une phase vraiment encore de récupération du taux de croissance de des économies latino-américaines. Sur le plan budgétaire, alors je vais commencer plutôt par une mauvaise nouvelle. Donc, cette mauvaise nouvelle, c'est que du côté des stabilisateurs automatiques, c'est-à-dire par exemple toutes les politiques d'assurance contre le chômage ou toute une assiette fiscale qui existe vraiment dans les pays OCDE, ça on n'a pas vraiment en Amérique latine. Donc, on voit que on voit vraiment que la nécessité du total de prélèvements par rapport à la production est très basse en Amérique latine par rapport aux pays OCDE. Donc, l'effet des stabilisateurs économiques dans les pays de la région, ce sont des effets moindres que dans les pays OCDE. Donc, la capacité d'avoir une politique contracyclique par rapport aux stabilisateurs économiques comme l'assurance du chômage ou toutes les autres recettes fiscales qui existent dans les pays OCDE ne peuvent pas se voir en Amérique latine. Et ça, c'est ce que l'on voit dans ces graphiques. On voit plusieurs pays d'Amérique latine et on compare par rapport à certains pays OCDE. Et surtout, il y a deux cas où ça se voit vraiment très rapidement dans ces graphiques. C'est le cas de l'Amérique latine dans tout son ensemble avec les pays OCDE. Eh bien, on voit que l'élasticité est double dans les pays OCDE par rapport à l'Amérique latine. Donc, bien entendu, à nouveau, on voit que la capacité d'absorber les chocs de la crise par la politique budgétaire en Amérique latine a été réduite par rapport aux pays OCDE. Donc, ça dépend plutôt des politiques discrétionnaires que l'on peut avoir dans les pays de la région. Donc, c'est plutôt des politiques discrétionnaires au niveau contracyclique. Donc, ça, c'est plutôt lié à la capacité budgétaire que les pays de la région ont aujourd'hui. Donc, ça, c'est ce que l'on voit dans ces deuxièmes graphiques. Et ça, par contre, c'est plutôt une bonne nouvelle pour la région. On voit dans ces graphiques que il y a deux choses importantes pour la région. D'abord, pendant la période de forte croissance économique et de liquidité internationale, les pays de la région ont su faire vraiment une bonne politique en ce qui concerne la conduite de la dette publique. Donc, ils ont réussi à réduire la dette publique, ils ont réussi
à réduire l'exposition aux monnaies étrangères, ils ont réussi aussi à émettre de la monnaie nationale sur les marchés internationaux, et ça a permis qu'il y ait une résistance plus forte sur le plan budgétaire. En même temps, on a vu que les soldes budgétaires dans les régions a été positif en ce qui concerne l'excédent financier. Donc ça, c'est une bonne chose qui a permis aujourd'hui à certains pays de la région à pouvoir augmenter les dépenses publiques un peu afin de faire un peu de la politique contracyclique au niveau discrétionnaire. Donc ça, c'est le cas, par exemple, dans certains pays de la région, comme le Chili, qui a vraiment un fonds de stabilisation pour les ressources des matières premières, par exemple, et ce fonds a permis, par exemple, d'augmenter les dépenses publiques. Donc ça, c'est une bonne chose par rapport aux années 80. On avait dans cet indice, on met à nouveau la dette publique, on voit les soldes budgétaires, on voit la prime des risques de l'investissement étranger, on voit que par rapport aux années 80, cet indice de résistance budgétaire en Amérique latine est plus important qu'aux années 80. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, et certains pays de l'Amérique latine ont pu, bien entendu, d'une façon limitée par rapport au pays OCDE, avoir une capacité à augmenter les dépenses publiques. Il reste deux choses, ou plutôt une chose avec deux slides, qui est plutôt la conséquence de la crise internationale sur le marché financier. Bien entendu, cette crise dans les pays OCDE a commencé par le système bancaire et le marché de capitaux, donc c'est peut-être très important de voir aussi quel a été l'impact de cette crise pour les pays d'Amérique latine en ce qui concerne le système financier et le marché de capitaux. Eh bien, lorsque l'on voit un indicateur, on va dire, de référence pour voir la stabilité du système financier, c'est celui des non-performing loans, que l'on dit en français les prêts. Je ne sais pas s'il y a un autre terme pour ça. Non-performance. Non-performance, voilà. Les non-performance des prêts. Et alors, on voit que dans les pays d'Amérique latine, cet indicateur est resté très favorable. Il est resté très favorable par rapport aux années 80 et au début des années 2000, où on voyait vraiment un énorme montant de prêts qui n'étaient pas payés par les ménages ou par les entreprises. Donc ça, c'est une bonne chose pour la plupart des pays d'Amérique latine. Donc même en année de crise, même en 2009, on a vu que les banques n'ont pas vraiment souffert à cette crise. Donc derrière ça, bien entendu, il y a une bonne régulation qui a été adoptée dans certains pays, comme le Chili, la Colombie ou le Pérou, mais aussi il y a une bonne supervision. Donc ça, c'est une chose sur laquelle les pays d'Amérique latine ont fait des efforts après les crises des années 2000. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et je vais terminer plutôt par une mauvaise nouvelle concernant le système financier, et c'est que aussi cette bonne résistance du système financier doit au pauvre développement financier qu'il y a encore dans la région, donc avec un ratio de crédit sur le PIB qui reste très bas en Amérique latine par rapport au pays OCDE. Donc l'effet de cette crise sur le marché financier peut s'expliquer aussi par le faible développement du marché de capitaux et le faible développement du système financier en Amérique latine, qui reste encore un défi pour la région de savoir augmenter ces ratios tout en ayant une grande solvabilité du système financier. Donc ça, c'est ce que l'on a vu pour le système financier. Et maintenant, juste pour conclure, on a vu, bien entendu, que cette crise a affecté l'Amérique latine fortement en 2009, mais elle paraît transitoire. C'est un effet qui paraît plutôt transitoire lorsqu'on voit les prévisions pour 2010 et 2011. Et surtout, on voit que l'effet de cette crise était moindre par rapport aux dernières crises, par rapport au début des années 2000, par rapport aux crises des années 80. Ça, c'est le premier résultat. Et la deuxième chose, c'est que derrière tout ça, bien entendu, il y a une résistance. Il y a une résistance de la politique monétaire, il y a une résistance de la politique budgétaire. Donc les pays d'Amérique latine ont su profiter des périodes de forte liquidité, de forte croissance économique pour faire des bons politiques monétaires et des politiques budgétaires. Et maintenant, ça se paye avec des taux de croissance, bien entendu, moindres
dans les années passées, mais avec une récupération que l'on voit très rapidement se voir et que l'on voit très rapidement dans la région. Bien entendu, il reste des défis. Il reste des défis sur le plan budgétaire, donc il reste des défis vraiment d'une forte réforme fiscale. Il reste des défis sur la politique contracyclique du système financier. Et donc, même si la bonne nouvelle pour la région, c'est que la croissance économique se maintient élevée, bien entendu, il reste des défis, et surtout qu'il reste une question qui reste aussi, et celle de quel aurait été l'impact de cette crise s'il n'y aurait pas eu la Chine, par exemple, pour l'Amérique latine. Donc ça, ce sont des questions que l'on pourra en discuter différemment. Merci. Merci beaucoup Sébastien pour cet résumé tout à fait précis et structuré. Je propose de passer tout de suite la parole à Frédéric Louot et Pierre Dumaillot pour le macrocycle politique. Oui, bonjour. Vous visez un quart d'heure? Oui, 20 minutes. D'accord. Vous visez un quart d'heure et vous n'allez pas au-delà de 20 minutes. Très bien. Donc, tout d'abord, remercier l'OCDE de nous avoir permis de faire ce partenariat. On espère que ça va se prolonger dans les années à venir. On va essayer rapidement de brosser en fait un panorama général de l'état politique de l'Amérique latine en 2010 pour compléter en fait la présentation que vous venez entendre avec Pierre Dumaillot. Et un panorama général en fait qui apparaît dans le Political Outlook dirigé par Olivier Lamenne, donc qui est un ouvrage collectif. Donc nous on est seulement les porte-parole finalement du travail de nombreuses personnes et on va essayer de maltraiter le moins possible les différents travaux, tout en soulignant qu'on ne va pas présenter le Political Outlook mais seulement présenter ponctuellement certains aspects. Donc peut-être en guise d'introduction, dire que l'année dernière quand on a présenté le Political Outlook, le climat était pour le moins incertain et il y avait certaines inquiétudes en fait fin 2009, début 2010 quant à ce qui pouvait attendre l'Amérique latine au niveau politique et économique. D'abord les incertitudes économiques sur lesquelles je vais parvenir parce qu'elles ont été très bien explicitées précédemment, mais le contexte de récession qui a marqué notamment les prises de décision politiques. Des incertitudes politiques dans plusieurs pays, notamment au Honduras, avec des gros doutes sur finalement l'aboutissement du rétablissement de l'ordre constitutionnel et des élections de 2009. Une déstabilisation aussi au Paraguay du président en exercice Fernando Lugo, qui a été malmené en 2009 mais aussi en 2010, même si on en a peu parlé dans la presse française. Et des fragilisations en Argentine aussi avec Cristina Kirchner, notamment avec le cas des médias et de la crise agricole. Cristina Kirchner qui malheureusement on peut dire a pu avoir un regain de popularité à la suite du décès de son mari Néstor Kirchner il y a quelques semaines. Incertitude politique aussi au Mexique avec la politique du président Calderón empêtré dans sa lutte contre la violence et le narcotrafic, et surtout des incertitudes quant à l'année qui allait se passer en Haïti à la suite du séisme qui a complètement anéanti le pays en janvier 2010 et dans la perspective des élections que nous vivons actuellement. Et aussi quelques incertitudes dès la prise de pouvoir du président Sébastien Piñera au Chili qui a dû gérer un séisme et plutôt les implications des effets d'un séisme qui a eu lieu en février 2010. Et ensuite, des inquiétudes au niveau régional, avec des tensions frontalières toujours fortes et qui se sont exacerbées début 2010, notamment entre la Colombie et le Venezuela, dans le contexte électoral colombien, où Hugo Chavez avait été assez virulent à l'encontre du candidat Juan Manuel Santos, du candidat à la continuité, et on pouvait s'attendre là à une déstabilisation ou un approfondissement que Olivier Lamenne a appelé la guerre froide dans les Andes. Et donc, il y a un petit questionnement qui pouvait se poser sur ce point de guerre froide ou de détente au niveau régional. Donc, finalement, on a été plutôt rassurés cette année avec une année de stabilité à plusieurs niveaux. D'abord, une stabilité électorale. Donc, je l'ai mentionné rapidement, une alternance historique mais tranquille au Chili, avec la défaite de la Concertación qui était au pouvoir depuis plus de 20 ans.
et donc l'arrivée au pouvoir de Sebastián Piñera. Et c'était la seule alternance finalement forte de cette année 2010. Et sinon, les autres enjeux électoraux se sont conclus par des continuités, mais c'est un fait assez peut-être nouveau, qui sont des continuités sans réélection. Et il y a peut-être un tassement de cette tentation dans la réélective, donc volontaire ou involontaire, dans le cas par exemple de Álvaro Uribe, mais il y a cet essoufflement réélectif, mais marqué par des continuités, c'est-à-dire les candidats soutenus par les présidents sortants qui ont été facilement élus. Donc ça a été le cas de Juan Manuel Santos en Colombie, de Aura Chinchilla au Costa Rica, l'héritière de Oscar Vargas, et de Dilma Rousseff au Brésil, donc l'héritière de Lula. Bien sûr, dans ce climat de stabilité électorale, il y a l'exception haïtienne actuelle, où on ne va pas insister dessus, mais on pourra peut-être en discuter un petit peu plus loin, avec un contexte actuel de crise électorale et de crise plutôt protéiforme. Mais globalement, en fait, l'Amérique latine est sur la voie de la continuité politique. Et on voit avec ce petit tableau, en fait, où on voit que depuis l'année 2009, la plupart des enjeux électoraux se sont soldés par des continuités. Donc Bolivie, Équateur, Costa Rica, Colombie et Brésil. Avec le cas du Honduras qui était un petit peu particulier en 2009. Une continuité aussi en termes de recrutement du personnel politique et du recrutement présidentiel, avec, on voit des présidents de la République qui sont issus principalement on va dire, deux types de profils de parole, avec 4 présidents avocats et un journaliste et une politologue, Laura Chinchilla, et un homme politique finalement qui est Daniel Ortega en Nicaragua, qui est une profession politique. Mais surtout des profils économiques qui se confirment, avec donc 3 économistes et 4 entrepreneurs qui dirigent les pays d'Amérique latine, et notamment 3 qui ont été élus cette année. Donc on a le cas de Sebastián Piñera au Chili, on a le cas de Juan Manuel Santos en Colombie et de l'économiste Dilma Rousseff au Brésil. Et toujours quelques profils atypiques, mais ces profils atypiques sont minoritaires finalement, et on voit, il y a le cas de la Bolivie avec la Santiago Evo Morales, le Paraguay avec l'évêque Fernando Lugo, l'Uruguay avec Pepe Mujica, agriculteur, qui est le plus âgé des présidents de la République en exercice en Amérique latine, ou un militaire, Hugo Chávez au Venezuela. On remarque que ces profils atypiques concernent principalement des pays qui sont considérés comme étant gouvernés par la gauche la plus radicale. Donc, une stabilité aussi au niveau régional, avec une tendance à la détente régionale, et avec des avancées post-crise hondurienne, notamment avec la signature de clauses démocratiques assez ambitieuses, principalement celle de l'UNASUR, avec un travail cognitif qui a été organisé par les dirigeants autour de l'unité régionale, pour reconstruire une unité régionale qui s'est manifestée notamment par un gros travail sur les célébrations des bicentenaires. Et on l'a vu avec l'exemple de l'Argentine, avec les célébrations très importantes du 25 mai. Et un travail aussi sur le devoir de mémoire, avec la question des dictatures et de la gestion du passé, qui est un point sur lequel Delphine Lecombe a travaillé dans le Political Outlook. Et enfin, des rapprochements politiques bilatéraux, et là c'est un petit peu la surprise, avec un nouveau couple qui est en train de naître, le couple Hugo Chávez et Juan Manuel Santos, qui se complètent, c'est peut-être même un trio, puisque Juan Manuel Santos s'entend très bien aussi avec Rafael Correa de l'Équateur, et il y a justement cette petite détente dans les Andes, qui est peut-être une surprise et une des incertitudes pour l'année à venir, ce sera de savoir comment va se gérer ce rapprochement qui peut paraître a priori superficiel. Mais cette tendance à la détente régionale n'a pas mis fin au conflit, et il y a certains conflits frontaliers qui naissent ou qui ressurgissent. Il y a eu 2 exemples, ou on a 2 exemples actuellement en Amérique centrale, avec le conflit à la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica, qui est un conflit toujours en cours, et moins connu, mais